les Gestalt avec moi? Moi, je ne pourquoi l'exercice. C'est sur la tête? C'est sur la tête. Alors, qu'est-ce que ça m'apporte? D'abord, si je fais c'est sur la tête, c'est parce que j'ai toujours fait des séminaires en résidentiel. Quand les gens viennent de loin, le 18h on s'arrête, plutôt que chacun reste devant sa télé, je trouvais plus sympa de faire des soirées comme ça. Donc la première ambition, c'était d'ouvrir à d'autres choses qu'à la télé. La deuxième, c'est que les soirées à thème, ça apporte des ouvertures, voilà. Et puis, c'est aussi l'occasion pour moi, parfois, de parler d'autres choses. Et du coup, d'inciter des gens, par exemple, à découvrir le diagramme, sur les diagrammes, sur... ça vient enrichir, en fait. Merci. Alors, je pense que c'est pas ça, c'est quelque chose que tu as mis. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui est bon? Alors, on sait pas. Alors, à l'origine de la Gestalt, on a un titre qui s'appelle Fritz Perls. Fritz. C'est un Autrichien qui est à l'origine de cette approche des Gestalt, que j'ai eu l'occasion, moi, d'aborder. J'ai commencé par faire un peu de sophro, puis après j'ai fait plein de Gestalt. Et la particularité de la Gestalt, c'est, au fond, de vous amener à accueillir l'émotion, prendre en compte l'émotion. Et grâce à cette émotion, d'amener la personne à interagir avec cette émotion et de grandir. Enfin, on va voir qu'en fait, face aux événements, on a deux grandes attitudes. Une attitude qui peut nous emmener dans ce que vous connaissez comme étant des modes réactifs, qui nous emmènent vers le bas. Ce sont des comportements qui regardent certaines émotions vers de l'enfermement, vers de la suspicion, etc. Voilà, je laisse. Vous tirez plutôt vers le haut, c'est-à-dire monter en mode plus pro actif. Alors à l'origine, la Gestalt est née de Fritz Perls, qui lui s'est fait connaître juste après la guerre, notamment parce qu'il a accompagné beaucoup de jeunes adultes qui avaient comme particularité d'avoir des grosses difficultés d'adaptation. Et la particularité, surtout, c'est que c'était des personnes qui avaient grandi dans des centres, dans des camps de concentration. Et qui ont donc, de ce fait, grandi dans des conditions où ils subissaient des pressions extrêmement fortes. Donc il y a des phénomènes de suradaptation qui sont bloqués. Et du coup, avec beaucoup de rage, de colère, et qui, de temps en temps, ressortaient. Et donc, dans la vie de tous les jours, ce sont des personnes qui présentaient des caractéristiques assez nuisibles, en fait, à l'égard de leurs relations, et qui sont beaucoup dans ces balanciers, où le facteur émotionnel n'ayant peu de présence en termes de conscience, puisque de toute façon c'est blindé en fait, et beaucoup dans ces formes de balanciers collectifs. Donc Fritz Perls s'est fait connaître comme ça, c'est lui qui a ouvert la grande porte, si vous voulez, de l'accueil des émotions comme outil vraiment important de transformation. Donc ça fait partie des gros courants de l'école du Palo Alto, qui a généré des médecins beaucoup d'évolution dans les courants de la psychologie humaniste. Et Fritz Perls fait partie des personnes qui ont été beaucoup étudiées par John Gilder et Richard Wagner, par exemple, qui ont été des grandes stars, hein, qui ont été beaucoup chassés de médecins, Virginia Satir, la thérapie familiale, Fritz Perls, vraiment. Milton Erickson. Alors, la particularité de la Gestalt, c'est vraiment de l'accueil de l'émotion, et au travers de ça, de la compréhension des réactions à cette émotion. Réaction et des comportements, comportement égale résultat. Donc, voilà, on est soit on regarde des émotions dans des comportements qui vont nous tirer vers le bas, qui vont nous diviser intérieurement et extérieurement, ou au contraire, des modalités qui vont plutôt nous faire grandir. Il y en a qui font des diagrammes aussi. Qui connaissent un peu le diagramme, D'ailleurs, il y a des liens très intéressants entre les diagrammes aussi et la Gestalt.
c'est pour moi c'est partie pour moi des grands fondamentaux que je développe aussi dans les formations de formateurs, qui sont appelés ça. C'est le troisième concept que vous voyez. Bien dans le Alors, en gros, ce qu'on va aborder ensemble, c'est qu'un être humain vit autour, évidemment, de son axe central, c'est-à-dire ses besoins, ses attentes, ses envies. On a tout ça ici. Besoins, attentes, envies. Le regard des différents piliers sur lesquels la personne va construire sa vie, c'est l'ensemble des besoins, physique, matériel, financier, affectif, intellectuel, spirituel. De temps en temps, on va vivre des satisfactions ou des frustrations. On va voir, nous, dans la descente des frustrations, quelles sont les typologies de comportement qui vont entraîner, en fait, de la perte. C'est-à-dire, et c'est important de comprendre ça parce que c'est le fonctionnement naturel du système nerveux. Autrement, on va partir, je sais pas, on va voir qu'il y a 5 grandes étapes qui sont identifiables et qui se complètent. La première entraîne la deuxième entraîne la troisième, la quatrième, la cinquième, et ça se renforce comme ça en permanence. Donc l'avantage de repérer ces trucs, c'est que du coup, ça devient des alertes, on va pouvoir inverser le processus. Et à l'inverse, on verra les comportements qui, eux, nous entraînent vers un haut. En Gestalt, on a 7. On verra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La Gestalt va servir là. Et moi, je vous en donner deux autres pour retrouver les antennes techniques de thème. Donc, on va parler de ça et de ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'observer que dans la vie de tous les jours, il y a des hauts et des bas. Nous, on va repérer, à un moment donné, il y a ce qu'on va appeler un clash. Un clash, c'est-à-dire qu'il y a une situation de manque. Vous savez, si je fais un point de manque, ça m'amène à la Gestalt. La Gestalt, c'est le cycle de la grande cycle. Non. La Gestalt, ça veut dire cycle, boucle, ça vaut. Et en fait, on dirait qu'une Gestalt est non finie parce qu'une boucle est non finie. Il y a une satisfaction, on n'est pas arrivé à l'étape de satisfaction du besoin, donc il y a un truc qui s'est bloqué quelque part. Donc en Gestalt, par exemple, si je fais maintenant je vais faire il manque un truc. Du coup, ça génère un manque. Et on va voir que dans l'histoire de notre vie, il y a plein de moments où il y a des boucles non finies. J'avais une attente et j'ai pas eu de réponse. Du coup, j'ai vécu un manque, et après, ce qui est intéressant, c'est ma réaction face au manque. Donc, imaginez, par exemple, on se prend l'exemple de personnes qui vivent ensemble, et puis, imaginez que votre conjoint fait venir quelques amis un soir à la maison, vous êtes mis d'accord pour faire une petite soirée, et puis vous, il est 23h30, et vous savez que le lendemain matin, vous avez un entretien important, un truc, et vous avez besoin d'aller dormir. Ok, vous allez donc avoir un besoin. Et à ce moment-là, vous êtes un peu tiraillé parce que comme il y a une bonne ambiance à la maison, votre conjoint ne fait pas ça très souvent, mettre tout le monde dehors, c'est pas forcément facile. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, vous êtes dans une situation qui va créer, du coup, un manque. Alors, comme ça, vous en avez plein. Vous n'avez pas compris à un moment donné, parce que quand vous n'osez pas poser la question, vous avez un manque. Vous avez posé la question, vous avez une demande, vous avez un besoin, quel que soit, mais il y a un manque. C'est-à-dire qu'il y a émotionnellement une alerte qui se manifeste, soit un manque de sécurité, si vous avez ça de la peur, soit un manque de cadre qui vous va et du coup vous allez être en colère, soit un manque de lien, de cette prise de rejeter, dévaloriser, soit un manque de. Bref, vous allez avoir une émotion qui va engendrer un manque. Donc, si on sait accueillir cette émotion, relever le besoin et se réorienter sur le besoin, ça va aller. La plupart du temps, on fait ça. Et parfois, le système nerveux, lui, il n'a pas repéré le besoin, il a repéré le manque, mais il n'a pas repéré le besoin. Et là, on va voir que ça part en suicide. Donc, imaginons d'abord quels sont au regard des frustrations qu'on peut avoir, les typologies de comportement dont vous êtes à peu près sûr que ça va pas vous faire grandir. Et ça va vous empêcher d'évoluer. Par contre, il y a un avantage. On peut dire, pourquoi on fait ça? On fait ça parce que ça va nous tirer un bénéfice immédiat. Mais qui va se traduire par des conséquences dommageables. Alors, votre cheval, il fonctionne dans le temps immédiat.
conscient à la conscience. La conscience de lui fonctionne. Donc, par exemple, imaginez que tout à coup j'ai un manque. Par exemple, tu nous expliques un truc, voilà, j'ose pas lever la main. J'ai une demande, mais j'ose pas te le dire. Tu as dit un truc qui ne me plaît pas, on est en réunion, je dis bon, c'est pas grave, laisse tomber. Pourquoi je laisse tomber? Parce que c'est plus confortable. Donc je suis dans un comportement que nous on va détecter la fuite. La fuite, pourquoi? Parce que je ne prends pas en compte un besoin. J'ai besoin d'aller me reposer, je ne fais pas. J'ai besoin de te demander un truc, je n'ose pas. J'ai besoin d'un peu de film, je ne fais pas. J'ai besoin de me retravailler un peu sur le changement de vie, mais je ne fais pas. Donc je me suis. On va voir que si je ne fais pas, je vais arriver à la phase suivante qui est sur l'adaptation. Sinon, ça peut venir assez vite, surtout si j'ai un peu d'entraînement. C'est-à-dire que j'ai l'habitude de laisser faire, c'est pas grave. Alors, si vous prenez par exemple tous les profils de l'énéagramme, le 1 avec le son parfait, le 2 avec les dents, le 3 avec le profil, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a tout d'un coup une alerte. Là, je ne me sens pas parfait, pas suffisamment, donc je n'y vais pas. Là, qu'est-ce que les autres comprennent? Il y a un schéma. Je voudrais lui dire non, mais quand même, je ne peux pas lui dire non, le pauvre, etc. Donc, il y a un schéma qui va se répéter. Je suis à fond dans ma besoin de performance, donc je ne peux pas faire plus fort tant que je m'arrête pas tant que je ne me suis pas fait mal, parce que je suis dans une espèce de surexcitation. Et je m'arrête là. Donc, du coup, quand il y a une alerte, je la prends en compte, je l'affiche, et pour, au fond, exister à travers ça, je vais fuir le besoin et justifier le besoin. Donc, la suradaptation, c'est la faculté que j'ai à donner une cohérence au fait de ne pas prendre en compte mon besoin. Je vais pas me déranger, avec justement, voilà, une forme de justification. Alors, à pas confondre avec l'adaptation, on peut s'adapter. La situation. Ça, c'est l'intelligence de situation, et se suradapter, c'est différent. C'est plus donc, si on n'a pas fait parler, et que j'attends qu'il ait parlé, ça, c'est de l'adaptation. C'est la flexibilité. La flexibilité. Me suradapter, c'est parce que tu es là, du coup, je poserai même pas ma question. Ok? Donc on se suradapte à quoi? Allez. On peut se suradapter aussi. Une situation subie. À n'importe quelle autorité? Oui. Déjà. Moi, ça fait penser à mon père, par exemple. Ouais. Enfin, je me suis suradapté. Je ne veux pas me dire des choses, me faire des choses. Moi, maintenant, j'ai travaillé sur moi, donc je peux, mais avant, oui. Oui. Ah oui, on s'est souvent suradapté à une autorité parentale, par exemple. Une autorité éducative, une autorité sociale, une autorité politique, un travail, une relation, plein de choses. Alors, c'est pas grave de se suradapter, ce qui est embêtant, c'est de rester dans cette suradaptation. Et donc, il y a, heureusement, un truc que va faire le système nerveux, qui est très important, c'est que, d'un coup, vous allez monter en agitation. C'est-à-dire que le stress va monter, parce qu'il y a un décalage entre ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Si par exemple je vous demande d'attendre dans la salle d'attente, au début vous exécutez, vous dites ok, dans un quart d'heure, sauf qu'au bout d'un quart d'heure je suis toujours par là. Si c'est très important de me dire, vous allez attendre 20 minutes, je vais là. Voilà. Si je fais grosse autorité, vous allez dire, si tu n'es pas là, c'est que tu ne peux pas venir, mais au bout d'un moment quand même. Heureusement, voilà, il y a l'impatience qui va monter, il y a une agitation qui va monter. Le passage, plus vous êtes dans une vie qui ne vous correspond plus, vous allez le savoir parce que votre système nerveux va s'agiter. Vous allez courir de plus en plus à travers la chose. Donc l'agitation, c'est une forme de tension interne qui va se manifester et qui va réagir assez vite, vous allez voir, dès que ça va pas aller. Donc, tant que ça va, c'est un peu comme en surface avec un canard, c'est calme. Mais sous la surface de l'eau, ça mouline un maximum. Donc, j'arrive à la caisse, tout est calme, sauf que la personne ne dit pas exactement ce que j'aurais voulu, et là, je vais réagir. Et je suis en voiture, le type n'avance pas, et je klaxonne comme un dingue. C'est-à-dire que, en fait, mon agitation, quand on vient me titiller sur un truc, c'est un peu comme la goutte qui fait déborder le vase, ça va réagir très vite. Pourquoi? Parce que pour que je sois dans l'agitation, il faut que je me sois rempli de pas mal de moi, de malus. Voilà. Mais c'est dessous, en fait. Et dès qu'à un moment donné, soit je me suradapte, parce que je me suis habitué à faire ça, je dis rien, mais dans un autre contexte, je vais réagir.
Alors, je me suis adapté au travail, par exemple, parce que j'ai des autorités qui m'enferment dans cette situation. Voilà. Donc, je subis. Mais dès que je repasse en autorité, en famille ou dans ma voiture, etc., du coup, je vais réagir. Mais ma réaction que j'ai d'agressivité, voilà, elle est proportionnelle au niveau de suradaptation que j'ai eu. Il n'y a pas de personne agressive qui n'ait pas vécu intérieurement une pression. Voilà. Donc l'agitation, c'est ça. Et par moment, on va entraîner ici une forme d'agressivité, voire de violence. C'est comme ça que les cherches se définissent. L'agressivité et violence, que je vais d'abord avoir contre moi, puis contre les autres, et enfin contre le monde. Voilà. C'est ce qui est complètement vrai, en fait. Hein? Ce qui est complètement vrai. Je te remercie. Je le situe. C'est l'exemple qui traverse l'esprit. Voilà. Et effectivement, c'est ce que montrait, encore une fois, ce qu'on montre encore aujourd'hui, mais ce que montrait beaucoup Pierre, c'est qu'il expliquait que quand des gens vivent des situations de conditions fortes, pourquoi? Parce que c'est une question de survie. Hein. Évidemment, je l'apprends et je suis capable de m'adapter énormément. Le problème, c'est que le système nerveux, lui, s'adapte à un système, alors qu'il y a une partie de nous qui est dans la colère, hein, dans la rage. Hein. Donc, dès qu'on est dans un environnement où il n'y a plus cette condition, tant que tu réponds à mes demandes, ça va, mais dès que tu ne les réponds plus, et que tu viens un peu attaquer le truc, il risque d'y avoir des réactions qui sont beaucoup disproportionnées. Pourquoi? Parce que quand je suis pas bien intérieurement, tu vas un peu mal, je réagis. C'est l'exemple qui est dans le quartier, qui me regarde mal, il dit qu'est-ce qu'il y a, ça va pas, si tu n'en as jamais eu. Pourquoi? Parce que lui, à faire un tour, c'est son mode de communication. Voilà. Donc là, je rappelle que ce qui est intéressant avec Aristote, c'est d'abord l'agressivité de t'orienter contre nous. Donc, on va se donner des gros coups d'acidité, voilà, on va prendre du café, des clopes, on va aller chercher des produits qui sont fait le phénomène. Sinon, on va se faire d'acidité tout seul, avec la colère, la rage. Là, il va avoir des problèmes d'organes, bien structure, ça. Sinon, après, on va se faire du mal aussi, parce qu'on va se culpabiliser, donc c'est de l'agressivité envers soi, et bien sûr envers l'environnement, parce qu'on descend. Donc, plus vous descendez, plus vous êtes en mode victime, voilà. Avec les strates 1, 2, 3, 4, vous le rappelez? La phase 1, c'est la frustration qui permet de vous alerter sur la tête qui va changer. La phase 2, c'est que, comme je suis là touché, j'ai d'abord besoin d'exprimer ma frustration, et d'être reconnu là-dedans. Malheureusement, en l'exprimant, c'est compliqué. Phase 3, ça crée de la casse, donc c'est une grosse séparation, c'est des formes, au fond, de destruction, de dépendance, qu'on se met en place. Et puis, phase 4, c'est plutôt destruction massive, ce qu'on appelle un suicide, ou un meurtre. La mécanique est la même. Donc après l'agressivité, et pour continuer à supporter ce type d'environnement, la dernière stade que met en avant Fritz Perls, c'est la... Alors, ça va entraîner la destruction. L'agressivité, c'est la désensibilisation. En fait, on désinhibe en fait, la sensation. Donc on finit par ne plus des sensibilisations, une inhibition, il appelle ça l'inhibition. La sensation. C'est quoi le terme? Inhibition. Tu sais, c'est quand la personne commence à dire même pas mal. L'enfant, qui se bagarre avec son petit frère, sa petite sœur, tu lui lances un truc, il dit même pas mal. C'est-à-dire que je me coupe de mon émotion pour faire face à l'agression. Malheureusement, en coupant l'émotion, je pense de plus en plus. Si vous êtes dans un environnement où les gens se parlent bien et tout à coup vous passez dans un environnement où les gens se parlent mal, au début ça va vous choquer un peu. Mais avec l'habitude, si je vous tape un peu sur l'épaule au début ça fait mal, mais totalement, ça vous désensibilise. Donc on a des facteurs de désensibilisation qui sont à pas ça dit que heureusement, c'est un facteur d'adaptation. Voilà. Donc qu'est-ce que fait Fritz Perls avec tout ça, c'est qu'il amène la personne à réécouter l'émotion. Qu'est-ce qui se passe? La personne te dit, je parle plus à mes parents, mais je m'en fous. Ok, très bien. Quand tu t'en fous, qu'est-ce qui se passe? Non, mais je m'en fous, ça va. Très bien. Quand tu dis que ça va, qu'est-ce que tu ressens en fait?
qui m'emmerde avec cette question. Bon, si on continue un peu, ça fait 2 ou 3 fois qu'elle nous revient là-dessus, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je parle plus avec mes parents. En fait, ce vers quoi on va amener la personne, c'est à réaliser qu'elle est mieux, parce que là, évidemment, pour une raison toute simple, c'est que la relation était souffrante. Donc si je parle plus avec mes parents, c'est parce que j'ai plus envie de souffrir de cette relation. Donc la première chose qu'on va faire, c'est de dire, en fait, la réalité que tu vis, c'est ça. En fait, c'est pas que tu n'as pas envie de parler avec tes parents, c'est que la réalité, c'est que tu ne parles plus, parce que c'est la meilleure solution que tu as trouvée. On regarde une solution de relation qui est pas satisfaisante pour toi, c'est ça. Ok. Oui, on a passé une salle. Ok. On a compris le besoin. Ouais. En fait, on est en train d'ouvrir la conscience du fait que c'est pas que c'est satisfaisant, c'est que c'est insatisfaisant, c'est ça qu'on va aller, et la personne, elle est vraiment pas, elle me dit, bah non, moi je m'en fous. Je dis, en fait, la réalité, c'est que tu t'en fous, parce que c'était agressant. Voilà. Comme c'était agressant, au bout d'un moment, t'en pouvais plus, et te suradapter ou continuer à rester là-dedans, c'est pas possible. Donc la meilleure solution que tu as faite, c'est de te dire, et heureusement que le système nerveux est capable de... Mais est-ce que c'est vraiment ça à quoi tu aspires? Non. Plus tard, qu'est-ce qu'on fait? On a pris conscience, on amène la personne à prendre conscience du fait qu'avec la situation qu'on a dit ça va, en fait ça va pas. Ça va par rapport à ce qui faisait souffrir. Donc à partir, on va pouvoir commencer à rééveiller dessus une sensation. La sensation, c'est est-ce qu'au fond de ça, il n'y a pas ce problème, tu aimerais être en relation. Ouais. On peut faire ça pour tous les domaines. Par exemple, je mange n'importe quoi depuis des années. Je peux manger longtemps, parce qu'il y a plein de gens qui vivent très longtemps, on n'importe quoi, mais si je fais un peu plus attention à ma santé, parce que n'importe quoi, je peux venir jusqu'à 55, 60, et après ça va commencer à avoir des conséquences. Je parle plus à mes enfants, mais bon, ça va. Je parle plus à mon conjoint, mais bon, ça va. Bon, enfin bref, toutes les formes de tolérer ou bien. Hein? Donc là, mon mission, c'est de rééveiller la personne. On va faire en cas. Nous, la question, quand tu réagis à ça, ça te renvoie à quoi? C'est une question partout dans les grands niveaux de connaissance. Est-ce qu'on va tirer sur le fil émotionnel, on va retrouver la réaction. Quand la réaction est un peu disproportionnée. Ça va pour le bas? On part par le haut. Donc là, le fait de réveiller l'association, c'est le premier niveau, c'est ça? Alors, tu vas rééveiller la sensation de la frustration et du comportement qui entraîne cette frustration. Alors, c'est pas on va travailler. Et ensuite, on va aller chercher derrière le désir, l'envie, l'attente, le besoin, etc. Tout ça, on va passer par la sensation. C'est la première étape. Qu'est-ce qui se passe? Par exemple, je me rends compte que j'ai besoin d'aller dormir, mon conjoint, la fête. C'est l'accueil de la sensation. Autrement, l'éveil, le ressenti. Soit je m'en fous, soit je lui dis, ah ben non, c'est important pour moi. Soit manger correctement, soit poser des questions, soit qu'on trouve une solution parce que le matin j'ai besoin de lever plus tôt et j'ai envie d'être en forme. Voilà. Et ce qui va se jouer à ce moment-là va être énorme, parce que dans un cas, je vais fuir le problème, dans l'autre cas, je vais co-construire avec. Voilà. Donc s'il y a beaucoup, et que c'est la fête, ben, je dis, ne serait-ce que, avant de la communiquer, ça va être énorme, là, parce que je vais pas dire, vous savez, je vois qu'il y a une fête, vous amusez beaucoup, etc. Je sais à quel point j'aurais aimé prolonger cette fête, mais voilà, pour la raison sur la suivante, genre qu'on négocie un peu, parce que moi, j'ai vraiment besoin de reposer. Donc, qu'est-ce qu'on définit ensemble? Donc, ça veut dire prendre en compte ces besoins et puis co-construire avec la durée. Et si je dis rien, là, je serai en tête. on continue dans la même machine. Donc, accueil de la sensation, c'est la première étape, qui est que je reconnais que j'ai un besoin, une attente, une envie, un désir. Et après, la deuxième étape,
la conscience de, conscience de sensation, conscience des besoins ou de l'attente, qui va se traduire en termes de résultats attendus ou de valeur à satisfaire. Le choix, ça fait compte du besoin, de l'attente. Tiens, donc je vais me reposer, prendre un peu de recul là-dessus, j'ai besoin d'aller dîner, j'ai faim, j'ai besoin de parler, j'ai besoin que un coup là je me rends compte que ça fuit, tout à l'heure il faut qu'on prenne en compte sa fuite et qu'on la bouge pas. Quand si ça fuit, c'est qu'il y a un truc qui va pas en fait. Hein? Il y a une fuite de sens du temps. Donc il y a un besoin important et c'est l'identification du besoin qui doit être caché. Parce qu'avec la phase suivante, ça va être Satisfaction. Est-ce qu'on connaît? Ouais. Moi, je ne connais pas. Alors, c'est l'énergie. C'est-à-dire, je vais évaluer à quel niveau la personne, qu'est-ce qu'elle est prête à investir en termes de temps, d'énergie, d'argent, etc. Parce qu'elle a l'énergie. Par exemple, la personne me dit, moi j'aimerais bien évoluer vers un nouveau métier, j'aimerais bien aller lui dire telle chose, j'aimerais bien sortir de mon job, etc. Donc, est-ce que ton envie, la sensation, la partie là, ça se traduit par quoi ton envie? La sensation, c'est est-ce que tu sens que c'est important? C'est quoi le besoin? Attendre, envie, ce soit en termes de valeur de projet, l'objectif, c'est quoi? Et une fois qu'on a défini ça, on va dire, est-ce que tu es prêt à mettre le temps, l'énergie et l'argent? Si oui, combien? Si j'ai envie d'aller en vacances, donc je pense qu'il serait bien que je décroche un peu, ça c'est la frustration. Voilà. Mon besoin, je t'arrive de vacances, ok? Les vacances pour moi, ce serait quoi? Ah, tiens, j'allais me faire un week-end, je serais au bout sur une plage, très bien. Ok? Donc ça, c'est la sensation, ça, c'est la définition des résultats que j'aimerais, enfin, de valeur du projet. Ensuite, est-ce que je suis prêt à mettre l'énergie? Si oui, c'est l'énergie, on parle. Quels sont les moyens en termes d'énergie? C'est pas le temps, l'énergie. Si c'est long. Hein? Si c'est long. Si c'est long. Ah, la personne n'est pas prête à mettre l'énergie. Si la sensation n'est pas assez forte ou le besoin n'est pas assez défini. L'autre vont être définis, c'est comme objectif, une valeur, monter du besoin. Après, une fois qu'on a l'énergie, on va faire des choses qu'on va s'assurer des modalités possibles. Donc on va passer en phase de créativité. On va aller chercher, c'est ce qu'on appelle la recherche d'options. Recherche d'options possibles. Donc là, c'est de la créativité, ça. Sachant que tu veux prendre des vacances, que tu es prêt à mettre, je sais pas, une énergie. Alors c'est sûr que si elle me dit 1000 euros ou 50 000 euros, on ne va pas faire les vacances. Même chose si c'est une formation. Voilà. Donc on va souvent faire des petits pas, mais en termes de temps ou d'énergie qu'on va y mettre, il n'y a pas de là, quelles sont les options possibles. Il faut commencer à chercher les options possibles. On va parfois tester, revenir en arrière, mais en tout cas, la phase de production d'idées n'est pas à confondre avec la phase suivante qui est la phase de sélection d'idées. Donc c'est une phase un peu créative, et ensuite on va passer en phase de sélection. Donc on va prendre du recul, se reposer, et se dire c'est quoi la meilleure option. Donc c'est le choix. C'est le choix, c'est le recul, c'est le choix. Après ça, on va mettre en place l'action. On va arriver en place 6. C'est bon, ça vous revient? Ou c'est cohérent? 5, 6. 6, c'est l'action qui va prendre en compte l'environnement. Parce que là, du coup, on a pris une décision, donc il faut passer à l'action. Et pour arriver à la phase 7, qui va être la phase de satisfaction, vous allez voir. Voilà. On va prendre en compte une action et prendre en compte l'environnement. C'est là où les phases d'apprentissage vont être intéressantes. On va faire un zoom là-dessus, là. En termes de PNL, vous avez ce qu'on appelle les questions. On est là avec le maximum de stratégie de réussite. On retrouve 5 grandes étapes. Et c'est ça dans le technicien. Là, vous avez un objectif. De vous passer à l'action. 3.
vous allez prendre en compte le feedback. 4, vous allez vous adapter au feedback. Et 5, vous allez faire un apprentissage qui va vous ramener à un objectif, etc., etc. Donc, si on est là avec toutes les stratégies, en fait, une stratégie d'excellence, on retire tout ce qu'on peut retirer, on va garder toujours ces étapes-là. Un avion qui quitte le Lyon à Paris suit en gros ce modèle. Il y a un objectif qui passe à l'action, en fonction des temps de travers et des alertes, il va avoir des feedbacks, des feedbacks qu'il va corriger, puis il va tirer un apprentissage. Et là, il verra que peut-être pour monter, il faudra un fourgon de pétrole pour descendre. À cause des vents, bref. Mais bon, si je veux communiquer avec toi, je passe à l'action. Donc, 1, j'ai un objectif, 2, je passe à l'action, 3, je prends en compte le feedback, je m'adapte, je vais co-construire. Voilà. Donc, on appelle ça la phase 6 parce qu'il y a à la fois une dimension d'engagement et de construction à travers l'environnement. Et tout ça, on va le mener jusqu'à la phase 7, ça s'appelle qui est la phase de satisfaction de besoin. Satisfaction. Donc, c'est là où on vit vraiment un effet important de plus, là, voilà, sur la phase de satisfaction. Parce que le besoin est satisfait. Donc, la question, ça change. Si on est dans sa structure de base. Mais si on va un peu plus loin, notamment en s'appuyant sur la diagramme, on s'aperçoit que si vous êtes satisfait et que vous célébrez vos réussites, etc., du coup, vous allez développer derrière du leadership. Autrement, ça va vite. Le leadership, donc la conscience de votre force et de votre pouvoir, de votre capacité à agir. Plus vous allez vous entraîner en formation, plus vous allez revenir sur vos points forts et tirer le plaisir à le faire, plus derrière, la confiance, elle va se construire par l'action, l'expérience que vous avez menée. Plus vous allez devenir vraiment top. Voilà. Si vous voulez continuer à évoluer, donc continuer à évoluer en prenant en compte l'environnement qui lui ne cessera de venir vous chercher pour continuer à vous faire grandir. Il va falloir vous harmoniser avec l'environnement. Donc ceux qui connaissent les diagrammes, vous aurez échappé, il y a des liens évidents avec les diagrammes. Le 1 qui renvoie à la structure, il y a une forme, qui est la forme qui se passe. Le 2 qui renvoie aux besoins, la prise en compte des besoins de l'autre. Le 3, compétiteur, sur l'énergie individuelle. Le 4, artiste, sur créativité, production. Le 5, l'observateur, du recul de l'analyse. Le 6, l'engagement et la prise en compte de l'environnement. Le 7, c'est épicurien, c'est l'action. Le 8, le leader. Et le 9, l'éducateur qui grandit grâce à l'environnement. Vous avez. C'est quoi le 5 et le 6? Pardon. Le 5 et le 6, c'était quoi? Le 5, c'est l'observateur, la prise de recul, analyse. Le 6, c'est la prise en compte des actions et de la réaction de l'environnement. J'avance en relais collectif. Alors, ce qui est intéressant, si on va un petit point plus loin, devant la méthode, c'est qu'elle montre que c'est pour ça que ça en fait un outil pour moi de coaching intéressant. C'est que s'il y a une étape qui est insuffisamment remplie, vous pouvez aller à la suivante, mais la phase d'après va s'éteindre, il n'y aura pas d'énergie. C'est un peu comme l'énergie qu'il y a dans une plante. S'il y a peu de sensations, je peux avoir une vision des vacances ou du besoin de déménager, et comme la sensation de trouver la valeur n'est pas très forte, je ne vais pas y mettre beaucoup d'énergie. Par contre, si j'aime bien la sensation ici, une vraie sensation de besoin de partir en vacances, mais je n'ai pas vraiment clarifié le résultat que je veux, je vais y mettre l'énergie, mais ça va être compliqué de choisir ici. Donc, comme je n'ai pas bien défini l'objectif, j'ai l'impression qu'il y a moyen de la faire. Non, je choisis. Maintenant, imaginez que j'ai bien clarifié l'objectif, c'est exactement où vous allez passer les vacances. Voilà. Par contre, je n'ai pas décidé du montant, en termes de temps, d'énergie ou d'argent, que je voulais mettre. Du coup, je peux partir en créativité, ça va être difficile de choisir. Parce que c'est en identifiant ces ressources, ici, que je vais vraiment pouvoir valider si le choix était bon.
au regard des moyens qui sont mis. Maintenant, si je suis parti un peu vite et que j'ai insuffisamment rempli la case recherche d'options, je vais pouvoir y aller ici, mais dès qu'il va y avoir un problème, je vais être secoué par l'environnement, je vais commencer à me dire, est-ce que finalement j'ai fait mon choix? Et je me dirais probablement, ah, c'était pas la bonne route, est-ce que j'ai les bonnes études, est-ce que j'ai pris mon programme, je suis sûr. Parce que ici, il n'y a pas eu suffisamment de temps de créativité pour définir les options. Sinon, j'ai bien éclairé, bien pris le temps d'analyser les différentes options. J'ai pas suffisamment pris de recul ici. Bah, je peux partir ici, je vais pouvoir engager, mais au niveau de la satisfaction, je suis jamais sûr. C'est-à-dire que j'ai pris des années d'études, mais est-ce que je suis rentré par la bonne porte, en fait? Bon, moi, je suis un peu rentré là parce que la file était ouverte, oui. Mais une fois que je suis engagé, j'ai un peu de mal à savoir si c'est vraiment ça qui me fait kiffer. Pour savoir ce qui me fait kiffer, il faudrait que je prenne le temps, ici, de prendre du recul sur mes choix, et d'analyser lequel me faisait le plus vibrer. Ok. Maintenant, je peux continuer à agir. Si j'ai peu pris en compte l'environnement, je me suis plus fait tout seul, je peux avoir des satisfactions, mais au niveau du leadership, j'aurai un leadership qui sera plutôt dominant et moins intégratif de l'environnement. Pourquoi? Parce que j'ai pas grandi en m'appuyant sur les autres, en fait, en prenant du feedback. Donc maintenant, si j'ai grandi en apprenant vraiment à grandir avec mon environnement, à prendre du feedback, à grandir avec, bah, du coup, quand je vais en tant que leader, je ne serai pas un leader dominant, mais un leader qui intègre l'autre dans une dimension moins directive, beaucoup plus participative. Voilà. Maintenant, si je n'ai pas appris à célébrer ici, les petites victoires comme les grandes, bah, je peux devenir un bon leader, mais au niveau de l'environnement, se passe un truc intéressant, c'est que plus vous êtes dans votre âme, plus vous êtes dans votre passion, dans votre feu, dans votre excellence, dans votre kiff, en fait, plus l'environnement va grandir avec vous. En fait. Et si vous n'êtes pas animé d'un vrai kiff, voilà, bah, vous êtes vraiment à votre place, et vous allez voir que vous avez du mal à vous adapter à l'environnement. Et plus ce kiff va être fort, ici, plus vous allez sentir ce qui vous convient vraiment. Du coup, ça entraîne. Ouais, ça entraîne les autres. Et vous aurez toujours, parce que c'est votre kiff, donc votre identité et votre capacité d'adaptation à l'environnement, ça sera toujours au top. En fait. Parce que c'est votre kiff et le plaisir, c'est le plaisir qui vous monte. Si vous n'êtes pas dans le plaisir, c'est toujours en train de vous dire, bon, ce que je fais, c'est vraiment une bonne chose. En tant que leader, c'est la même chose. Si vous êtes un bon leader, un leader non pas dominant mais inspirant, vous allez développer une discipline qui sera forte. Au-delà du neuf, vous allez prendre le vent avec une forme différente de cette capacité. Ça roule? Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a une case qui manque. Alors, ça marche pour tout. Hein. Vous êtes sur la plage, quand vous avez un sentiment de soif. Tiens, je m'envoie une bière. Bon, j'ai un retour de moi, quel temps, énergie, machin. J'évalue. J'y vais. Interaction, quoi. Je parle d'option, quoi. J'ai co-construit avec l'environnement. Satisfaire. Réaliser, je suis tout à fait capable de trouver ce que j'ai besoin. Donc, vous passerez dans les petites choses comme dans les grandes choses, beaucoup par ces étapes. Voilà. Donc, c'est un petit concept que je trouve intéressant. Vous pouvez vraiment le passer. Et encore une fois, vous allez me dire, mais pourquoi on n'est pas tous là-haut? Parce qu'ici, on a besoin de protection. On a peur. Alors, soit la peur, elle n'est pas accueillie, donc quelqu'un, on va être en mode réaction, soit la peur, elle est accueillie et on construit avec. C'est ça la grosse différence ici. Il n'y a pas moins de peur en bas qu'en haut. Sauf que dans un cas, elle est accueillie, considérée comme étant plus. La peur, la colère, c'est ça tout ce que mais la relation avec est OK. Par contre, là, elle n'est pas OK. Par exemple, j'ai peur, mais comme je fais peur, du coup, je ne vais pas exprimer ma peur ou mon insécurité. Je vais me mettre en colère, je vais être donc là, on est dans les relations au monde de type plus, moins, moins, plus. Moins, moins. Alors qu'ici, on a les peurs aussi, sauf qu'ici, je l'explique, tu sais, je ne suis pas très rassuré. Je pense qu'on pourrait mettre là, je suis un peu en colère, là, parce que, par rapport à ça, si
C'est important qu'on revienne un peu sur nos règles du jeu par rapport à ça. Vous voyez? Donc là, la grosse différence, c'est que ma relation à l'émotion est intégrée comme positive. Il est clair que si j'ai pas de la sensation, c'est positif. Voilà, mes très chers amis. J'ai une petite question. C'est tout l'intérêt de l'autofeedback quand on a fini l'exercice. Oui. De le faire soi-même et après de le faire sur les autres, c'est pas pareil. C'est pour ça que au début, on commence surtout par le feedback des autres, mais après, c'est aussi intéressant d'avoir son propre feedback. Tiens, quand je m'arrête un peu, je prends du recul, qu'est-ce que j'ai apprécié?